Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours d'histoire juive, toujours pour la fois chez Mano Mahad, des Nishmanu Niftarim, pour la Tzachat, tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, on va voir la chronologie des, malheureusement, grandes divisions du peuple juif dans le temps. Il y a énormément d'événements historiques dont on se rappelle rien qu'en lisant le Tanakh, mais il faut les placer dans le temps, les dater, pour comprendre en même temps le contexte géopolitique, tout ce qui se passe en parallèle, au même moment, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à ça. Pourquoi est-ce que les Juifs, ils ont été expulsés, pourquoi est-ce qu'ils ont été poursuivis, etc., etc. On appelle justement la chronologie la science qui consiste à placer des événements dans le temps. Chrono, c'est le temps, donc c'est le fait de faire comme une frise, si vous voulez, on se rappelle quand on était à l'école, pour pouvoir remettre bien les événements les uns après les autres. Parce que si je prends deux moments historiques et que je pense qu'ils se sont passés à la même époque, alors je peux avoir un gros problème et pas du tout comprendre comment ça se fait. Est-ce que à un moment, on a été poursuivi et dans un autre événement, on est super bien accueilli, on est super bien, on est un peu plus libre avec un État. Pour comprendre ça, tout simplement, ça paraît très bête à dire, mais parce que la plupart des événements auxquels on pense lorsque je parle de ça sont des événements qu'on connaît bien, du coup on sait les situer dans le temps, donc on sait très bien qu'à une époque on a été persécuté et à une autre époque on était plus ou moins libre. Mais lorsqu'on n'a pas de frise chronologique, donc on ne sait pas quel événement était avant lequel, alors dans ce cas-là, on ne comprend pas du tout ce qui peut se passer. Et bien entendu, chaque chronologie a besoin d'un point de départ. Et tous les différents peuples, ils n'ont pas choisi le même point de départ. Pour les Juifs, on a la création du monde avec Adam Arishon. Pour les anciens Grecs, leur point de départ, là où ils commencent à compter les années, c'est les premiers Jeux olympiques. Les Romains, c'était la fondation de Rome, les chrétiens, la naissance de Jésus, et les musulmans, le départ de Mahomet de la Mecque, qu'on appelle l'Hégire en 635. Donc, les points de départ, excusez-moi, c'était 622 de l'Hégire, je dis une bêtise. Les points de départ, ils ne marquent pas forcément le début de l'histoire. Parce que, la preuve, nous les Juifs, on commence à Adam Arishon, qui est bien avant l'Hégire, qui est bien avant les premiers Jeux Olympiques. Donc ça ne veut pas dire que pour les anciens Grecs, toute la vie a commencé aux premiers Jeux Olympiques. Non, il faut bien une civilisation avant. Donc, les points de départ chronologiques, ça ne signifie pas forcément le début de l'histoire. Mais pour dater les événements qui se sont passés avant ce point de départ, justement, on compte à rebours et on dit avant. Avant les premiers Jeux Olympiques, avant Jésus, avant l'Hégire, etc., etc. Donc, par exemple, maintenant, si on va se référer au calendrier chrétien, auquel on se réfère communément aujourd'hui, la création du monde pour les Juifs, elle a eu lieu en 3760 ans avant l'ère chrétienne. Les premiers Jeux olympiques, c'était 766 ans avant l'ère chrétienne. La fondation de Rome, 753 ans. Et l'Hégire, 622 ans après l'ère chrétienne. Et maintenant, une fois qu'on a expliqué qu'est-ce que c'est la chronologie, on va pouvoir commencer à expliquer les grandes divisions du peuple juif. Donc l'histoire juive, on va la débuter avec Avraham Avinu, comme on a vu dans le cours précédent, que je vous invite à revoir, parce que c'est là où on a commencé à l'appeler juif, peuple étranger, et c'est de là que le peuple juif a commencé à descendre par l'alliance qu'a fait Akadosh Baruch Hu avec Avraham Avinu. Donc on peut diviser en 5 grandes parties. On a ce qu'on va appeler l'époque patriarcale. C'est entre Abraham Avinu jusqu'à la conquête de Canaan. On situe ça au XXe siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au XIVe siècle avant l'ère chrétienne. On va prendre l'ère chrétienne en référentiel parce que c'est plus simple pour les dates. Ensuite, on a ce qu'on va appeler le premier établissement national. C'est du IVe siècle avant à la fin du 7e siècle avant. Ensuite, on a eu l'exil
de Babylone et l'époque du premier établissement national, c'est du 6e siècle avant jusqu'au 1er siècle après. Et les Juifs en diaspora, donc c'est là où on a eu la Gemara, l'époque talmudique, l'époque médiévale, l'époque moderne, c'est du 1er siècle après jusqu'en 1948. Ensuite, le 3e établissement national, c'est quoi? De 1948 à nos jours, parce qu'en 1948, qu'est-ce qu'il y a eu? La proclamation de l'État d'Israël. Donc, on va commencer une nouvelle leçon en suivant cet ordre chronologique et on va s'intéresser en premier lieu sur les patriarches, l'époque patriarcale. Donc, on commence, bien entendu, par Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'était le fils aîné de Taré qui a quitté avec sa famille la ville de Ur-Kasdim qui se situe à l'ancienne embouchure de l'Euphrate. C'est un des deux fleuves avec le Tigre qui passe par l'Égypte. Et il s'installe à Haran, qui est au nord-ouest de la Mésopotamie. Et Abraham, alors qu'il était encore jeune, il se singularisait très rapidement parce que son père, il était polythéiste, il avait plusieurs dieux, c'était même un vendeur d'idoles, mais Abraham, c'est le premier à avoir reconnu qu'il y avait un Dieu unique et à avoir créé le monothéisme. Il croit en la présence d'Akadosh Baruch Hu, qui est un seul Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre. Et sur l'ordre donc d'Akadosh Baruch Hu, il a quitté Haran et toutes ses attaches, et c'est comme ça qu'il a coupé toutes les attaches avec le milieu dans lequel il a grandi jusqu'à l'âge de 75 ans. Ensuite, lorsqu'il s'est marié avec Sarah, il était accompagné de son neveu Lot et quelques adeptes de sa nouvelle foi qu'est le monothéisme, et c'est de là bien entendu que va découler le judaïsme. Et donc il se dirige vers Eretz Kenan, le pays de Kenan, qui est actuellement l'État d'Israël. Et c'est d'ailleurs ce pays-là, et comme on le voit aujourd'hui, Baruch Hashem, je dis Baruch Hashem parce que ça faisait des siècles et des siècles qu'on l'attendait, c'est enfin l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu a donné aux Juifs et qu'on a revendiqué, et c'est là où on a créé donc l'État d'Israël en 1948. On sait que Avraham Avinu, c'était un berger. Et la plupart de nos patriarches, c'était des bergers, parce que justement, en étant un berger, on arrive à avoir à la fois l'humilité, parce qu'on dirige des bêtes, mais aussi savoir être manhig. Manhig, c'est savoir diriger, savoir s'occuper de chaque bête, faire attention à chacun. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus les plus grands dirigeants du peuple juif. Et c'est grâce à sa foi unique qu'il a réussi à surmonter les 10 épreuves qu'Akadosh Baruch Hu lui a envoyées. Et par ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec Avraham Avinu, concrétisée, bien entendu, par la Brit Mila, par la circoncision. Et c'est comme ça que Avraham, il est devenu le père de la nation juive et que c'est de lui que tout a découlé. Ensuite, on voit son fils, Yitzhak Avinu, qui a suivi totalement son œuvre. Et donc là, Yitzhak, il a renouvelé l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Il s'est installé en Canaan et, grâce à sa femme Rebecca, il a eu 2 jumeaux qui avaient des tempéraments diamétralement opposés. Bien entendu, c'est qui? C'est Yaakov et Esav. Esav, qui est très, très guerrier, très chasseur, très sanguin. Et à côté, on avait Yaakov qui était très calme, très apaisé et très droit surtout. Et on va s'intéresser à Yaakov, qui est le 3e patriarche, le 3e avot. Et c'est avec Yaakov qu'encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il a reconcrétisé son alliance, parce que Esav, il n'avait aucune qualité spirituelle pour pouvoir être le descendant d'Avraham Avinu et son héritier. Mais Yaakov, il avait quand même une vie très difficile, parce qu'il a dû fuir son frère qui le haïssait, parce qu'il lui a volé le droit d'aînesse. Il a été trompé par son oncle Lavan, il a perdu sa femme aimée Rachel,
il a été très troublé. Mais c'est justement par le fait qu'il a eu énormément d'épreuves qu'il est sorti très très fort et qu'il a pu devenir un de nos avots. On sait que Yaakov, il a eu 12 fils et une fille par 4 femmes différentes. Et c'est qui ces 12 fils? C'est les 12 tribus, tout simplement. Et un de ses fils, qui est Yosef, il a eu un sort déterminant dans la famille de Yaakov. Parce que justement, tout était prévu. On voit dans la Gemara que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie le remède avant même de nous envoyer la maladie. Et en réalité, on peut se poser plein de questions. Comment ça se fait que les frères, ils ont jeté Joseph dans une fosse, ensuite ils l'ont vendu et il est devenu le roi d'Égypte. Tout ça pourquoi? Parce qu'après, il y a la famine qui est arrivée. Et si Yosef, il n'avait pas été à la tête de l'Égypte et qu'il n'avait pas mis des provisions pour le monde entier, parce qu'on dit que le monde entier venait en Égypte pour avoir des provisions grâce à Yosef, alors toute la famille de Jacob, ils n'auraient pas pu avoir à manger. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il avait envoyé Yosef avant même d'envoyer la famine, comme ça il prévoit les récoltes et il peut donner à ses frères. Même si de base, il avait été malheureusement haï par ses frères parce que c'était le préféré de son père. Par la suite, on peut compter 70 descendants d'Abraham qui se sont installés à la fin du XVIIe siècle avant l'ère chrétienne en Égypte. Jacob il meurt dans une terre étrangère. Quand on dit terre étrangère, c'est toujours en référentiel avec Eretz Israël. Donc c'est étranger à Eretz Israël. Mais il est enterré par ses fils à Hebron, en Canaan, dans le caveau de ses pères, à Maharat, à Marpella. Par la suite, parce que là on commence à faire la bonne chronologie de l'histoire, on va voir un événement qui a été déterminant pour que Mamash, on est le peuple juif, parce que Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de leur donner une descendance, d'avoir un peuple, de faire l'alliance, etc. Mais maintenant, il faut le créer, le peuple. Et quand est-ce que le peuple juif a été créé? On voit ça dans une fête qui arrive bientôt, Pessah, la sortie d'Égypte. C'est lorsqu'on est sorti d'Égypte et qu'on a reçu la Torah qu'on est devenu Mamash, le peuple juif, et que la promesse que Kadosh Baruch Hu a fait au Havot, elle s'est réalisée. On va commencer par rappeler la situation des Juifs en Égypte. On sait que le travail était très dur. Il y avait des circonstances politiques comme l'expulsion de Hyksos et l'installation d'une nouvelle dynastie de pharaons qui reconnaissait même plus Yosef, qui a endurci la situation de tous les Juifs. Et donc les Sémites, comme les Hyksos, ils apparaissaient aux yeux des nouveaux pharaons comme un groupuscule étranger dont il fallait se méfier. Donc comme de base, Pharaon aimait énormément les Juifs, étant donné que Yosef avait sauvé toute l'Égypte et c'était devenu la plus grande économie du monde. Mais lorsqu'on a les Hyksos mais lorsqu'on a eu les nouveaux pharaons qui sont arrivés, alors ils ont vu d'un mauvais œil les Juifs, comme quoi il fallait se méfier des Juifs, et donc ils ont commencé à augmenter leur labeur. Et c'est là où est venu Moshe Rabbeinu. Il y a eu un décret comme quoi tous les fils juifs, ils doivent être tués. Parce que Pharaon avait reçu une prophétie comme quoi il y aurait un homme juif qui va naître et qui va le renverser, qui va prendre son trône. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il a demandé à toutes les sages-femmes de faire accoucher les femmes juives et d'étouffer les bébés garçons pour pas que la prophétie ne se réalise. Mais Moshe Rabbeinu, il a réussi à vivre. On connaît tous l'histoire. Il a été mis dans un panier en osier, lancé sur le Nil. Sa sœur le suivait. Et c'est la fille de Pharaon, c'est la femme de Pharaon, ou la fille, j'ai un gros doute, la femme, il me semble, excusez-moi, qui l'a récupéré, qui l'a élevé. Ensuite, il a eu, une fois qu'il était déjà adulte, un problème avec un Égyptien qui l'a tué. Donc il a dû s'enfuir. Et c'est de là qu'il est redevenu berger. Il est devenu berger. Il a eu la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le buisson ardent. Et là, il va commencer sa mission
de faire sortir les bénis Israël d'Égypte. On sait à quel point c'était difficile. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les 10 plaies d'Égypte. Bien entendu, ce n'était pas difficile dans le sens où on n'y arrive pas, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a endurci le cœur de Pharaon. C'est pas du tout dur pour Akadosh Baruch Hu. S'il voulait que les bénis Israël sortaient d'Égypte, il n'aurait même pas eu besoin de Moïse, de Moshe, ni de quoi que ce soit d'autre. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ce soit difficile pour qu'il y ait encore plus de mérite et pour que ça marque encore plus les esprits. Donc on a eu les 10 plaies, et au final, on sort d'Égypte. Et une fois qu'on sort d'Égypte, on traverse le désert et on a le don de la Torah. Et c'est là où, Mamash, on reçoit toutes les halachot divines, toutes les lois divines. On reçoit sur nous le joug de la Torah. C'est là où on a dit la phrase extraordinaire Naase Benishma, nous ferons puis nous comprendrons. C'est là où, après les promesses qu'Kadosh Baruch Hu a fait au Havot, on est enfin devenu le peuple juif. Chazak Obaor tout le monde.